Bonjour et bienvenue dans le podcast d'aujourd'hui. On va parler du texte L'Alchimiste de Paulo Coelho. Donc je suis Kesley, l'animateur d'aujourd'hui, enseignant de créole mauricien au primaire, amoureux de la littérature, des animaux, etc. Donc je vais vous présenter les intervenantes d'aujourd'hui. Donc premièrement, nous avons Virginie qui va se présenter. Donc Virginie, à toi. Alors, je suis Virginie, enseignante primaire. Oui, j'aime la lecture et je suis passionnée. Donc, le livre L'Alchimie, c'est mon livre préféré. Je l'ai découvert à l'âge de 16 ans et je suis très contente de partager tout ça avec vous. Très bien, merci Virginie. Donc, on passe à la prochaine, la somptueuse Elisa. Elisa, à toi. Alors, moi, c'est Elisa. Je viens d'être entraînée dans ce tourment de l'alchimiste. Je lis ce livre depuis 2 jours. Plus retard que jamais. Et oui, j'aime bien la lecture aussi, mais pas comme les autres, mais c'est bon. Très bien. Donc, à noter que ce projet découle de l'initiative de Virginie de créer un book club. Donc, la dernière fois, on s'était réunis pour discuter de ce livre et voilà, on a eu l'idée de faire un podcast pour tous ceux qui n'ont pas eu l'occasion de participer à la session qu'on avait fait la dernière fois. Donc, sans plus tarder, plongeons-nous dans ce livre. Donc, L'Alchimiste de Paulo Coelho. Tout d'abord, je dirais qui ne connaît pas ce texte, du moins de nom, qui ne connaît pas Paulo Coelho. Donc, aujourd'hui, nous allons essayer d'aborder plusieurs sujets. Donc, petit résumé, c'est un texte publié dans les années 80. Donc, beaucoup d'entre nous ont découvert ce texte il y a quelques années, mais c'était un texte qui a été publié en 1988, best-seller, l'un des livres les plus connus dans le monde, traduit en 80 langues. Vous imaginez 80 langues? C'est énorme, et surtout qu'on sait qu'à sa sortie, il n'a pas été très populaire. Ouais. Très acclamé, effectivement. Pas très accueilli. C'est comme un vin qui se bonifie avec le temps. En changeant d'éditeur. Effectivement. Et donc, vendu à plus de 150 millions d'exemplaires. 150 millions d'exemplaires. Vous imaginez? Je pense qu'on peut poser tout ça les uns sur les autres et faire une pyramide avec. 150 millions d'exemplaires. Donc, Très poétique, hein? Extra. Pyramide. Ben, ça touche le livre, hein, on parle de pyramide. Oui, dedans. c'est vrai. C'est vrai. Pyramide des cieux. Ah oui, j'ai pas été chercher loin non plus. Hein. Petite référence. Donc, pour ceux qui ont oublié le déroulement du livre, je laisse à Virginie le soin de vous faire un petit résumé. Alors, c'est l'histoire de Santiago. Santiago est le héros du roman. L'histoire de ce conte philosophique est celle d'un jeune berger andalou qui va voyager jusqu'aux pyramides, justement, en passant par Tanger au Maroc et le désert du Sahara. Ce voyage sera la révélation de sa légende personnelle sur un fond de superposition entre frontières géographiques et espace intérieur. Il s'agit bel et bien du récit d'un voyage initiatique qui va faire jaillir aux yeux de Santiago le véritable sens de la vie. Santiago est un jeune homme destiné à la vie de prêtre, entré au séminaire pour y étudier la théologie, l'espagnol et le latin comme le souhaitaient ses parents. Il a suivi cette voie pour leur faire plaisir jusqu'au jour de ses 16 ans où il prend courageusement sa propre décision en choisissant le métier de berger. On a voulu faire de moi un prêtre et j'ai décidé d'être berger, nous dit-il. Cette nouvelle vie a l'air de lui convenir. Il mène donc une vie de solitaire proche de la nature. Il assouvit sa passion de lecture et de rêves et d'horizons lointains en gagnant sa vie par la vente de la laine des moutons. Le voyage initiatique de Santiago commence donc à partir d'un rêve qu'il fait et qui le trouble à 2 reprises, en gardant son troupeau.
Et dans ce rêve, il imagine un trésor au pied des pyramides d'Égypte. Cela devient son but, atteindre ce trésor. Pour ce faire, il abandonne son quotidien et la sécurité que cela lui apporte pour partir en quête de cette légende personnelle. Terme très important. Pourquoi ? Parce qu'il est persuadé que la possibilité de réaliser un rêve rend la vie intéressante. Citation de l'auteur. Vivant en Andalousie, au sud de l'Espagne et donc près de l'Afrique, il va entreprendre de démarrer son voyage par le Maroc, à Tanger exactement. Santiago ouvre alors son esprit et son cœur et part à la découverte du monde, même si sa route est semée d'épreuves. Et c'est le début d'une aventure philosophique qui a pour toile de fond le désert du Sahara. Les rencontres qu'il fera en cours de route seront révélatrices et pleines de sagesse. D'abord, c'est une gitane qui lui apprendra à interpréter son rêve. Puis, Melchisédek, roi de Salem, qui a l'air de bien connaître Santiago sans l'avoir jamais vu, et qui le poussera en direction du trésor en lui donnant des pierres qui l'aideront à faire des choix. Ensuite, ce sera un marchand qui le fera travailler, grâce à quoi il aura assez d'argent pour se rendre en Égypte. Puis, sur la route, il fera la rencontre d'un Anglais, et puis Fatima, une belle jeune femme dont Santiago tombera amoureux, mais qu'elle préfère ne pas retenir pour ne pas l'empêcher de poursuivre son rêve. Et puis un voleur, des guerriers, un moine ou encore un guide. Ces personnages vont tour à tour permettre à Santiago d'avancer en lui donnant des signes consciemment ou pas. Et de fil en aiguille dans le désert, il rencontrera ce personnage clé, l'alchimiste, qui lui apprendra à ouvrir son cœur, à lire les signes du destin et à aller au bout de ses rêves qui font partie de l'univers dans son ensemble. C'est en apprenant à se questionner que Santiago découvrira alors l'homme qu'il est vraiment. Finalement, c'est en se connaissant soi-même que l'on peut trouver la raison de notre existence. La recherche du trésor ne sera finalement qu'une métaphore, qu'un prétexte de la grande aventure humaine que Santiago est en train de vivre. Il fera au long de son périple l'apprentissage de la patience, de la méditation, de la connaissance de soi et des autres. Le vrai trésor que Santiago va trouver est en fait cette légende personnelle et dont il aura conscience dans le désert où il se retrouve presque par hasard. Ce sera l'occasion pour lui de faire le vide, loin de ses conditionnements. En effet, cet endroit qui peut paraître au premier abord hostile et sans vie se révèle être tout le contraire. Santiago y apprendra énormément de choses. « Plonge-toi donc dans le désert, lui dit l'alchimiste. Il sert à la compréhension du monde, aussi bien que n'importe quelle autre chose sur terre. Et puis, il y trouvera des messages, signes et guides comme l'alchimiste, ce personnage étrange qui le remet souvent en question. Tout cela ne sera qu'une voie vers les pyramides. Et finalement, Santiago aura une grande révélation en arrivant au pied des pyramides, là où l'attend son trésor. Justement, le trésor qu'il a trouvé n'est-il pas dans la quête de ce trésor lui-même. Pourtant, Santiago a été tenté à plusieurs reprises de lâcher ce rêve, notamment pour rester auprès de Fatima, mais les protagonistes tour à tour l'ont poussé à accomplir cette quête jusqu'au bout pour qu'il n'ait pas à le regretter un jour. Très bien, merci Virginie pour ce beau résumé avec plein de profondeur. Donc, entrons tout de suite dans le vif du sujet. Nous avons abordé quelques thèmes aujourd'hui dans ce podcast. Donc, pour commencer, et vous l'avez entendu plusieurs fois dans le résumé, et la légende personnelle. Donc, premier thème qu'on va aborder, c'est la quête de soi et la légende personnelle. Donc, pour les intervenants, une petite explication pour ceux qui nous écoutent aussi. Donc, le concept de légende personnelle est central dans le roman. Il s'agit de la réalisation de son potentiel et de ses rêves les plus profonds. Pour Santiago, cela représente le trésor qu'il cherche, mais aussi la transformation personnelle qu'il vit au cours de sa quête. Donc, pour aller plus loin, on va prendre une citation clé qu'il y a dans le livre. Donc, il n'y a qu'une seule chose qui puisse rendre un rêve impossible, la peur d'échouer. Donc, très belle citation. Par rapport à cette citation, donc, moi j'aurais aimé vous poser la question suivante. Qu'est-ce que cela signifie pour vous de suivre votre légende personnelle?
nous commençons avec Virginie. Donc, qu'est-ce que cela signifie pour toi de suivre ta légende personnelle? Pour moi, ça signifie de trouver sa mission de vie, en fait. De trouver la raison pour laquelle on est sur Terre et vivre pleinement, justement, dedans. Mais je suis d'avis qu'il n'y a pas qu'une seule légende personnelle. Je pense que c'est plutôt un fil conducteur. Je pense qu'on peut être plusieurs choses, qu'on a peut-être des échelons à atteindre, que c'est pas juste aller vers un but précis, que c'est tout un réseau en fait. Donc voilà pour moi. C'est quoi suivre sa légende personnelle? C'est trouver le moyen aussi d'être heureux, parce qu'il y a qu'en poursuivant ses rêves qu'on atteint le bonheur. On rencontre plein de gens qui sont pas heureux dans leur vie de tous les jours. Donc, et on rencontre aussi des gens qui sont, voilà, ils vivent leur vie, ils sont heureux. Et ce sont ces personnes qui ont trouvé justement ce fil conducteur dont je parlais. Très bien. Donc, passons maintenant à Elisa. Donc, qu'est-ce que cela signifie pour toi de suivre ta légende personnelle? Je rejoins Virginie sur ce qu'elle a partagé. Je pense que aussi notre légende personnelle contribue au bonheur que nous vivons. En effet, c'est quand nous connaissons la raison du pourquoi on est sur Terre, c'est là qu'on peut savoir, c'est à partir de là que je serai heureuse. Ceux qui ne savent pas comment être heureux, c'est des gens qui essayent de voir le potentiel dans les autres, qui voient les autres arriver à vivre leur bonheur, à vivre leurs rêves, et eux, ils n'arrivent pas, et parce qu'ils ont, comme ils ont dit dans le livre, la peur d'échouer. En effet, ça nous rend malheureux parce que là, on va vivre avec des rêves. Ah, je me dis capable, j'aurais pu le faire, mais je ne l'ai pas fait parce que je me suis dit, il y a tellement de personnes qui le font que si c'est moi, je serais une énième pierre sur la terre à le faire. Et je pense qu'en effet, ça contribue pleinement au bonheur. C'est très important de vivre notre légende et en effet, il n'y a pas qu'un chemin. On doit passer par tellement d'autres chemins afin de trouver celui qui la bonne chaussure à notre pied. Très bien, merci. Donc, pour Et pousser toi, la... justement? Pour moi, qu'est-ce que cela signifie de suivre sa légende personnelle? Pour moi, c'est quelque chose de très particulier dans le sens que je ne pense pas avoir une légende personnelle préécrite, c'est-à-dire que c'est à moi d'écrire ma légende. Donc, Intéressant. et surtout, c'est quelque chose qui se passe peut-être par élimination, on va dire, parce que on apprend de ses expériences et pour apprendre, il faut fauter. Donc, ce n'est pas dire que je suis ça, je suis cela, etc. C'est aussi dire, ouais, je ne suis pas cela, je ne suis pas fait pour cela. Donc, la légende personnelle, c'est nous qui l'écrivons, bon, à mon humble avis. Donc pour toi, ça se construit. Ça se construit effectivement. Ok. Effectivement. Et c'est. Donc, je pense que c'est peut-être à la fin de notre vie qu'on pourra analyser si on a été à la hauteur de notre légende personnelle, si on l'a écrite. Tant qu'on est vivant, on peut l'écrire, le modifier, faire ce qu'on a envie de sa légende personnelle. Voilà mon avis. Et donc, on va passer à la deuxième question, toujours sur le même thème. Donc, pour rejoindre un petit peu ce que je viens de dire, est-ce que vous pensez que tout le monde a un destin à accomplir? Donc, Virginie. Je vais dire oui et non. Je vais dire oui et non, parce que le fait de croire au destin, et je sais que c'est très, très intime, le fait de croire au destin, c'est un peu emprisonnant, je dirais. Si je dis, ouais, tu es destiné à être prof, c'est un peu limitant. Effectivement. C'est un peu limitant. Donc voilà pourquoi non. Parce que je pense qu'on peut on peut accomplir ce qu'on veut. On a le stylo dans les mains pour écrire notre histoire, comme tu as dit. On essaie, etc. Et puis, à la toute fin, tu peux dire, ouais, ben voilà, ça c'était... Mais je suis pas à l'aise avec le fait de penser que voilà, l'histoire est préécrite et que je suis juste une actrice. Et que je suis le chemin qui a été écrit pour moi. Ça ne me plaît pas. Voilà. D'accord. Par Très bien. contre,
compte, oui, parce que certaines personnes suivent justement les chemins préécrits. Combien de fois ne serait-ce que par rapport aux parents qui savent déjà pour nous, qui voient déjà certaines choses pour nous. Nous, on est un peu rebelles, on veut pas aller dans cette direction. Ce n'est que mon avis, hein, et j'ai deux avis contradictoires en même temps. Mais il y a tellement d'exemples de personnes qui font plusieurs chemins, qui tournent et retournent pour au final se retrouver à l'endroit qui convenait. Très bien, donc merci Virginie. Donc même question pour toi Elisa. Est-ce que tu penses que tout le monde a un destin accompli? Eh bien, moi aussi, je suis d'avis, tu dis oui et non, parce que quand on parle du destin, c'est... Par exemple, les parents, c'est un peu les parents qui vivent par procuration à travers nous, qui n'ont pas réussi à faire quelque chose et qui maintenant ils vivent leur rêve à travers nous. Par exemple, moi, maman vit sa rêve de prof à travers moi. Et non, parce que on dit que Dieu nous a donné le libre arbitre, donc on est supposé tracer notre propre chemin et faire ce qu'on veut. Et je pense que peut-être ici à Maurice, nous sommes un peu dans ce petit truc de vivre, on va dire, entre guillemets, un destin. Parce que quand on est banquier, on se retrouve banquier jusqu'à la mort. On ne peut pas changer du jour au lendemain. Comme en Europe, par exemple, on voit des gens à la crise de la quarantaine, ils changent, ils deviennent médecins. Ensuite, ils arrêtent tout, ils changent. Donc je pense que non, il n'y a pas de destin prédestiné. C'est nous qui faisons notre destin. Quand on veut, on peut. Voilà. Ouais, je suis d'accord. Très bien. Et toi? Donc moi, question très compliquée, très complexe. Parce que je pense que tout le monde a un destin à accomplir. Et je pense que tout le monde a une mission peut-être. Okay. Pas forcément un destin. Une mission, donc ce serait le but final. Le destin, ce serait plutôt... on va dire qu'il y a un chemin tout tracé pour y arriver, alors que ce n'est pas forcément le cas. Il y a peut-être différents chemins vers lesquels on peut se rendre vers ce but. Et puis je trouve que, comme tu l'as dit précédemment, Virginie, se dire qu'on est là dans une pièce qui a déjà été écrite, qu'on joue un rôle, ce serait peut-être comparer Dieu à Scorsese ou à un autre réalisateur. Et se dire qu'on est là juste pour jouer un rôle. Parce que j'essaie de prendre... Allons prendre un autre exemple peut-être. Si on dit que tout le monde a un destin accompli, qu'en est-il des gens qui meurent dans les accidents assez tôt? Qu'en est-il des enfants qui meurent tôt? C'était quoi leur destinée? Donc moi je pense que l'être humain se dit souvent qu'il va essayer de trouver une raison à ce qui arrive et que finalement il essaie d'expliquer les choses qu'il ne comprend pas. Donc il va se dire c'est tragique mais c'était son destin. C'est peut-être pour se rassurer aussi. Ouais. Donc voilà mon opinion. Donc, est-ce que tout le monde a un destin à accomplir? Pas forcément, tout le monde a une mission peut-être. Ça me fait penser à la caravane dans le désert. Quand Santiago observe le trajet de la caravane, parfois il s'éloigne du trajet, il contourne les obstacles, mais il revient toujours sur le même... Je pense peut-être que on a peut-être on a quelque chose à accomplir, oui, on a une mission de vie, oui, mais on choisit comment y arriver. Je pense que ça peut être une des façons. Effectivement, et puis il y a des gens qui se battent pour une cause toute leur vie et qui finalement n'arrivent pas à accomplir leur mission. Ouais, qu'en est-il de ces personnes? Donc peut-on dire qu'ils ont raté leur destin? Écoutez, si on prend l'exemple de Martin Luther King qui avait un rêve qu'un jour un noir sera à la tête de l'Amérique, et ben, même en n'étant pas vivant, son rêve se réalisait. Il ne l'a peut-être pas vu se réaliser, mais... Il a apporté sa pierre à l'édifice. Et je pense que c'est... Ouais, ça aussi. Ça peut être un maillon Effectivement. d'une longue chaîne. Parce que oui, même pour les femmes qui se sont battues pour la liberté dont on jouit aujourd'hui, ben, il y a eu quand même des femmes qui, elles,
Exact. n'ont jamais vu ça, rêveraient de vivre comme nous Effectivement. aujourd'hui. Mais est-ce qu'elles ont échoué? Non. Pas nécessairement. Elles ont peut-être, si on regarde dans leur perspective, Ce sera un échec parce qu'elles n'ont pas vu. mais le vrai Le futur. échec, je pense que c'est de ne pas essayer, en Oui. fait. Effectivement, je pense que vous avez raison. Le vrai échec, c'est de ne pas essayer. Donc, l'épisode d'aujourd'hui a été sponsorisé par Medla.